Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de ce matin. Nous avons la fois passée, n'est-ce pas, parlé de ce que la République démocratique du Congo a effectivement, d'après la constitution actuelle, la possibilité de céder une portion de notre territoire. Et je crois que ce débat pratiquement est en train d'être bouclé parce que finalement, ceux qui étaient en train de cacher quelque chose ont fini par reconnaître, n'est-ce pas, que l'article 214 de notre Constitution nous donne cette possibilité. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, n'est-ce pas, vous apporter une petite révélation sur une astuce, n'est-ce pas, dans cette possibilité de cession de notre territoire qui ne vous a pas encore été révélée jusqu'ici. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque nous parlons de la cession d'une partie de notre territoire, cela se fait par voie, n'est-ce pas, de traités ou d'accords internationaux. C'est pourquoi j'avais entendu que nous puissions, n'est-ce pas, savoir quelle est la procédure même, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, la conclusion du traité. Eh bien, celle-ci se passe en deux phases. Il y a la phase de négociation et il y a la phase, n'est-ce pas, au cours de laquelle l'État exprime son consentement ou son engagement à être lié par le traité. S'agissant de la négociation, là, vous allez voir qu'il y a des négociations proprement dites. Il y a l'adoption du texte, n'est-ce pas, du traité, et il y a la fixation de celui-ci, donc par l'authentification, pour que chaque partie au traité puisse avoir, n'est-ce pas, la même version du traité, qu'on ne puisse pas changer, que celle-ci n'ait pas une version alors que l'autre en a une autre. Après, donc, la négociation, vient cette phase cruciale, l'expression du consentement de l'État. Eh bien, lorsque vous lisez, parce que c'est une matière qui est traitée par la Convention de Vienne sur le droit des traités, lorsque vous lisez donc celle-ci, vous allez voir qu'elle organise trois modes, n'est-ce pas, d'expression du consentement de l'État. Soit celui-ci peut se faire par simple signature, lorsque les traités, il y a des traités qui, n'est-ce pas, prévoient que la simple signature, n'est-ce pas, des représentants des États vaut engagement de ceux-ci et les lie, n'est-ce pas, comme tel. Il y a aussi, n'est-ce pas, le mode consistant en échange d'instruments constituant le traité lui-même. Et le troisième mode, celui qui est beaucoup plus élaboré, c'est celui, n'est-ce pas, de ratification, acceptation ou approbation. Et lorsqu'il y a, donc, certains traités prévoient que l'État ne peut s'engager que par la ratification ou encore l'approbation par les organes, n'est-ce pas, attitrés de l'État ou l'acceptation ou l'approbation. Donc voilà pour ce qui est de mode, n'est-ce pas, de la conclusion d'un traité. Cela va nous aider à comprendre les dispositions internes de notre droit. Parce que voyez-vous, il est dit que à l'article 213, que le président de la République négocie et ratifie. La ratification, comme je viens de le dire, c'est tout simplement l'expression du consentement de l'État qui lie celui-ci sur le plan international, donc son expression, sa volonté à être lié par le traité. Donc, c'est ce qui est dit à l'article 213. Donc, la ratification, c'est le président de la République. Mais comme j'ai dit, il y a des traités qui ne prévoient pas la ratification. Ceux-là, la Constitution offre la deuxième possibilité, c'est celle qui est à l'alinéa 2 de l'article 213, qui dit que le gouvernement conclut les traités et accords internationaux non soumis à ratification. Donc, ils ne sont pas soumis à la ratification.
Et cela après délibération en Conseil des ministres. Et après, le gouvernement va informer l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà un peu pour ce qui est, n'est-ce pas, de la conclusion du traité, les règles de compétence sur le plan interne. Mais la même Constitution prévoit aussi que pour certains traités spécifiques, la ratification ne peut se faire qu'en vertu d'une loi. Donc, elle doit être autorisée. Il faut qu'il y ait une loi autorisant la ratification du traité. Et cela, vous allez le trouver à l'article 214, n'est-ce pas, de notre Constitution. Donc, il faut pour ce traité, pour la ratification de ce traité, qu'il y ait une loi, la loi votée par le Parlement, bien sûr. Donc, vous comprenez que c'est une garantie en plus pour que le président ne fasse pas seul les choses en surprenant parfois le Parlement. Et une autre formalité qui constitue aussi une garantie, c'est le contrôle de la constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, notre Cour constitutionnelle. Ce contrôle peut se faire soit a priori, c'est-à-dire avant l'approbation ou la ratification du traité, ou bien il peut se faire aussi après l'approbation ou la ratification du traité. Le contrôle de la Cour constitutionnelle. Alors, vous allez voir que sur le plan maintenant des effets, ou bien je laisse d'abord les effets, je vais prendre maintenant, analyser en profondeur un peu la disposition de l'article 214, n'est-ce pas, de notre Constitution. Il dit ceci: les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Donc, vous comprenez que ça, c'est une garantie supplémentaire pour que on ne fasse pas n'importe quoi. Et là, si vous avez fait attention, il y a deux mots, deux opérations qui intéressent le territoire. Là, on a parlé de l'échange et de l'adjonction de territoire. Lorsque nous concluons avec un État étranger d'échanger une partie de notre territoire contre sa partie de territoire à lui, n'est-ce pas, à un autre État, lorsque nous décidons d'annexer le territoire d'un autre État, il faut qu'il y ait une loi autorisant le président de la République de ratifier le dit traité. Mais vous ne voyez pas là que pour la cession d'une partie des territoires, il faut une loi. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose la question et je voudrais que vous aussi, vous puissiez vous poser la même question. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'échange de territoire, lorsqu'il s'agit d'adjonction de territoire, c'est-à-dire que nous ne perdons rien, il faut qu'il y ait une loi. Mais lorsqu'il s'agit de la cession du territoire, là, la ratification n'est pas soumise à une loi d'autorisation. Curieux, n'est-ce pas? Et l'alinéa 2 maintenant, c'est là où le terme cession
intervient. Et la cession, c'est l'action de céder. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie de référendum. Donc, lorsqu'il s'agit de la cession, il faut de l'échange ou de l'adjonction, il faut, en plus de la loi pour les deux opérations, on ajoute les référendums. Mais pour la cession, il y a seulement les référendums. Voilà la seule garantie, c'est le référendum. Mais le référendum, j'ai suivi il n'y a pas longtemps l'un des membres, n'est-ce pas, des FCC, qui, je crois, avait été dans une émission sur Top Congo. Il a dit, mais on nous parle du changement de la Constitution. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel, pourquoi? Parce que la Constitution n'a pas prévu le changement. Mais c'est le peuple congolais. Lorsqu'on consulte le peuple, c'est les souverains primaires, comme on l'appelle. N'est-ce pas? C'est les constituants originaires qui n'est pas conditionné. Il dit, mais non, même si on parle des référendums, mais les référendums, c'est quoi? C'est comme une élection, on peut tricher lorsqu'il s'agit des référendums. Le peuple peut dire non, mais on lui fait dire oui. Mais lorsqu'il s'agit de la cession d'une partie du territoire, le peuple peut également dire non, mais on lui fait dire oui, n'est-ce pas? Donc c'est un problème. Vous allez voir que notre Constitution même prévoit que le fait pour le président de la République ou le Premier ministre de céder une partie de notre territoire constitue un crime de haute trahison. Le président de la République peut céder une partie de notre territoire et trahir ainsi la nation. Mais est-ce que nous aurons le droit de nous opposer? Nous allons nous opposer, ce sera un contrôle peut-être par voie a posteriori. Il y aura, n'est-ce pas, il y aura refus du peuple peut-être, il y aura des manifestations et tout ça, mais ça sera un conflit en plus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je crois que j'ai parlé de cette possibilité dans cet ouvrage ici que vous voyez. Donc c'est un ouvrage de 243 pages dans lequel je parle de la responsabilité pénale du président de la République et du Premier ministre. Vous pouvez bien lire là-bas. Responsabilité pénale, président de la République et Premier ministre en République démocratique du Congo, en exercice ou ancien. Donc cet ouvrage, je le vends tout simplement à $20. N'est-ce pas? Il y a pour le moment un peu rupture de stock, mais je crois que je serai d'ici là approvisionné. Pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez l'avoir. Ce n'est pas très cher. C'est un très bel ouvrage. J'y ai mis mon intelligence pour que cette question, vous savez, elle a appelé beaucoup de débats lors de l'affaire Matata Ponyo. J'ai traité de cette question en long et en large. 243 pages. Donc, je crois que par ce que je viens de vous dire, vous constatez qu'il y a, n'est-ce pas, un non-dit dans la Constitution. Il y a quelque chose qui est caché. Pourquoi ne pas soumettre la cession aussi à une loi autorisant la ratification, mais soumettre seulement l'échange et l'adjonction? Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à cette réflexion. Je sais que lorsque j'avais parlé des régimes politiques, j'ai reçu des réactions de certains de nos compatriotes, notamment certains juristes. Je leur avais promis que j'allais répondre par une émission. Je n'ai pas oublié, je vais le faire. En attendant, je vous dis bonjour chez vous et à la prochaine.